Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Économie. Ravi de vous retrouver comme d'habitude, cette fois-ci en Skype avec notre invité Jean-Loup Isambert. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Ça va, merci beaucoup et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et Vous merci de êtes votre invitation. journaliste d'investigation indépendant spécialisé dans la grande finance, l'économie et la politique et votre dernier ouvrage publié chez Culture et Racine, on va en parler dans un instant, le voici, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe. Je précise que tous les faits que nous allons évoquer ensemble sont sourcés et vérifiables. Et avant de commencer cet entretien, je ne peux que inciter nos téléspectateurs à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter et à partager un maximum cet entretien, en les prévenant qu'à la suite de cet entretien, ils pourront retrouver la chronique de Philippe Béchade, la chronique économique et financière. Alors commençons avec vous sur cet ouvrage, Jean-Louis Isambert, à vous lire. Il semble que la guerre en Ukraine serait le résultat, dites-vous, d'une vaste opération orchestrée par les États-Unis remontant aux années 1940. Mais avant, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, Jean-Louis Isambert. Pourquoi cette guerre ne se termine-t-elle pas? Oui, alors c'est une bonne question. La question de la continuité de cette guerre en Ukraine, elle tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la première raison, c'est qu'on ne peut mettre fin à une guerre qu'avec un régime. En l'occurrence, à Kiev, c'est une dictature, mais nous y reviendrons tout à l'heure. J'expliquerai pourquoi c'est une dictature et que les médias se gardent bien de parler de la nature du régime qui est à Kiev en reproduisant les communiqués officiels. C'est qu'on ne peut mettre fin à une guerre comment mettre fin à une guerre avec un régime qui, après avoir violé ses engagements internationaux, passe son temps à faire le tour des capitales occidentales pour quémander de l'argent et des armes. On a pour le moins un doute quant à la volonté de ce régime de vouloir mettre un terme à la guerre quand Zelensky se rend, je veux dire, de New York à Londres, de Londres à Paris, pour à chaque fois aller demander plus d'armes, plus de fonds, etc., etc. La deuxième la deuxième raison, c'est que les dirigeants occidentaux font perdurer la guerre avec l'espoir que l'armée ukrainienne va l'emporter sur le terrain des opérations militaires pour pouvoir attaquer après la Fédération de Russie. C'est un peu naïf à mon avis et c'est surtout prétentieux, mais Washington et l'Union européenne n'ont plus d'autre choix que la guerre. Parce que la question qui leur est posée, c'est de sauver leur système, de sauver le capitalisme qui est aujourd'hui dans une crise profonde. Celui-ci, c'est-à-dire c'est la caste des milliardaires qui s'enrichit de l'exploitation des richesses des peuples, a besoin de la guerre pour survivre. Les sociétés transnationales des États-Unis, qui sont les piliers du capitalisme, doivent gagner ce que leurs dirigeants appellent de nouveaux territoires économiques pour assurer leur hégémonie. La question qui est posée pour eux, parce qu'il faut quand même voir que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation catastrophique, avec une dette totale à l'heure où nous parlons de 103 000 milliards de dollars qu'ils ne peuvent plus rembourser. Et Washington, les milieux impérialistes de Washington, représentés actuellement par le Parti démocrate, s'engagent dans une véritable fuite en avant en pensant ainsi pouvoir imposer son hégémonie sur l'Europe et tout particulièrement sur le versant ouest avec l'Union européenne qu'ils ont concocté. Mais ça, nous y reviendrons, je Alors, pense. justement, Alors, peut-être préciser que l'Ukraine dispose de ressources minières et fossiles dans son sous-sol absolument extraordinaire, comme en mer Noire également. tout à fait. Et puis, avec la volonté aussi justement, c'est la volonté, parce que derrière le politique, il y a surtout l'oligarchie financière au niveau international qui se partagent les marchés. Ils sont d'accord entre eux pour mener la guerre, mais ils sont aussi concurrents entre eux. Du reste, il y a une chose qu'il faut voir quand même aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés depuis les années 95 dans une nouvelle phase, 90-95, c'est-à-dire que les guerres qui sont menées par les États-Unis, elles sont multiples. Elles sont militaires, mais elles sont aussi financières, économiques, diplomatiques, médiatiques et culturelles. Alors ça, cet aspect, j'y reviendrai dans un autre livre que je vais publier au mois de janvier prochain avec mon ami Claude Janvier,
qui aura pour titre l'abandon français, sur la manière dont les sociétés transnationales des États-Unis, les grandes sociétés transnationales, modifient nos comportements quotidiens de manière à nous amener à adopter leurs normes, adopter la langue, adopter leur culture, voquisme, etc. Et toutes ces pratiques qui font qu'au bout d'un moment, vous remplacez le citoyen responsable par un sujet docile. Et pourquoi est-ce que cette guerre perdure? Parce qu'en faisant perdurer justement cette guerre en Ukraine, cette guerre contre la Fédération de Russie, les milieux impérialistes de Washington pensent faire plus facilement main basse sur l'économie ukrainienne. C'est ce qu'ils ont déjà fait dans plusieurs pays, comme ceux de l'ancienne Fédération yougoslave. Des fonds publics français sont utilisés pour continuer cette guerre, d'ailleurs des fonds publics pas que français, pendant que dans le même temps, des fonds privés sont investis pour piller l'Ukraine. Alors, est-ce que vous pouvez développer ça? Oui, alors justement, quand j'ai rencontré, vous m'aviez interviewé quand j'ai sorti Les Destructeurs, et quand j'ai rencontré John Perkins, qui est un économiste, qui est un ancien assassin, un assassin, ce qu'on appelle un assassin économique. Ce sont des gens qui travaillent aux États-Unis pour des cabinets conseils, des grandes sociétés transnationales, et qui ont en charge de déstabiliser des entreprises ou de déstabiliser des régions ou des États pour s'approprier ces entreprises, ces régions ou ces États. Et John Perkins, qui était un économiste de haut niveau, a été recruté, lui, c'était au début des années 1970-72, il a été recruté donc par une grande société transnationale de conseil, un peu comme McKinsey, si vous voulez, et il pensait que son travail, ça consistait à aller dans des pays, dans une zone qui lui était déléguée, qui lui était donnée au départ, qui était pour lui l'Amérique centrale et l'Amérique latine, pour représenter des sociétés de son pays. Et au bout de 6 mois, il était convoqué par la responsable du département dans lequel il travaillait, qui était une correspondante de la NSA, la National Security Agency, qui lui a dit non, John, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'utiliser tous les moyens pour que nos sociétés transnationales puissent s'accaparer les marchés de ces pays. Alors, tous les moyens, ça consistait à quoi? Perkins l'explique très bien dans un livre qu'il a publié quand il est sorti du système. Ça consistait à surendetter les États de manière, alors par des prêts faits à la Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc. Et comme par hasard après, quand l'État était surendetté, qu'il se trouvait en difficulté, bien évidemment, les sociétés de conseil états-uniennes se présentaient et puis disaient on peut arranger votre situation, vous ne pouvez pas nous rembourser la dette qui existe, que vous avez, mais nous pouvons vous sortir de là. Nous pouvons vous aider à moderniser votre pays, à restructurer votre économie, à la démocratiser, à la moderniser. Mais alors, vous comprenez, pour ça, nous avons telle société qui est intéressée par votre secteur santé, telle autre société qui est intéressée par le secteur des transports, telle autre société, on pourrait dans le domaine de l'agriculture. Et il s'agit en quoi en réalité? Il s'agit de privatiser les économies des pays pour que les sociétés transnationales des États-Unis, qui sont déjà présentes dans l'opération de déstabilisation des entreprises ou des États, puissent se les accaparer. Et je signale en passant, c'est ce que nous avons vécu avec l'affaire Alstom. L'affaire Alstom qui continue, hein, on n'en parle pas en ce moment, mais il y a eu quand même 3 personnages clés en plus de la direction du directeur du PDG Patrick Kron d'Alstom à l'époque, qui ont joué un rôle important dans cette affaire, qui sont comme par hasard tous 3 passés par la French American Foundation, qui est une association qui, sous couvert de dialogue transatlantique, repère des gens qui plus tard peuvent servir par les responsabilités qu'ils occuperont, soit dans l'administration, soit dans le secteur privé, les intérêts des États-Unis. Ces 3 personnages, c'est François Hollande, qui était à l'époque président de la République. Ça a été Emmanuel Macron, qui était toujours, effectivement, qui était à l'époque, qui travaillait auprès du président Hollande, puisqu'il avait été introduit par la banque Rothschild au secrétariat général de l'Élysée, qui s'occupait principalement des affaires économiques et financières. Et puis, vous aviez la présidente de la filiale France de General Electric, qui a récupéré ce département d'Alstom, qui était Clara Guémard, qui, elle aussi, est passée par la French American Foundation. C'est pour vous dire que tout cela, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Pour revenir à l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? Et Perkins, quand j'en discute avec lui, me dit, Jean-Louis, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu dises, parce qu'ici aux États-Unis, c'est pareil, c'est comme chez toi en Europe, les gens croient
que c'est de l'argent qui est donné par le gouvernement des États-Unis et par l'Union européenne à l'Ukraine pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie, les valeurs occidentales, etc. Mais il me dit, c'est pas du tout ça. Il faut bien que tu dises que ce sont des prêts. Et effectivement, j'avais déjà travaillé là-dessus dans le passé. Quand vous avez un conflit comme ça, l'essentiel dans ce conflit pour l'oligarchie financière, c'est la dette que vous fabriquez à un État. Les ventes d'armes, tout ça, à la limite, c'est du business, d'accord, sont des affaires, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de fabriquer à l'État une dette et de faire perdurer cette dette jusqu'au moment où il ne pourra plus la rembourser pour intervenir en disant bah, nous pouvons vous aider si vous ne pouvez pas rembourser la dette, on va se récupérer sur la bête, entre guillemets. Vous parlez beaucoup de BlackRock et de la Rothschild, en l'occurrence. Voilà, par exemple. Mais il y a d'autres sociétés qui sont déjà en place en Ukraine pour s'accaparer, notamment, vous parliez tout à l'heure du secteur minier, mais sur l'Ukraine, toute la partie ouest de l'Ukraine, ce sont aussi les terres arables. Vous avez des sociétés qui sont déjà présentes sur place, comme Monsanto, DuPont de Nemours, Cargill et autres, qui se sont accaparés des millions d'hectares de terres arables, notamment pour essayer de lancer sur l'Europe plus tard les OGM. Donc, c'est tout ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait son chemin petit à petit, dont les médias ne parlent pas parce que ça touche la finance. Et quand vous savez à qui appartiennent les médias, vous allez vite comprendre, vous vous doutez bien de ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez, pour vous situer de ce qui va se passer maintenant sur l'Ukraine, vous avez, il y a un an, un rapport qui a été fait par l'agence économique Bloomberg, qui a mis les choses au point sur cette question des prêts. Ils ont dit, c'était très clair pour les analyses de Bloomberg, premièrement, le défaut de paiement de l'Ukraine est inévitable et les détenteurs de crédit en sont parfaitement conscients. Les détenteurs de crédit, Washington, l'Union européenne et principalement la France au sein de l'Union européenne. Deuxièmement, le défaut s'accompagnera d'une restructuration à des conditions dures et défavorables à l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps où Bloomberg faisait ce rapport? Bien avant même déjà. Alors ça, c'est quelque chose que déjà j'expliquais dans Les Destructeurs et dans Bilan Noir qui ont été publiés par les éditions Jean-Cyril Godefroy. Depuis le mois de juillet 2016, vous avez la banque Rothschild et compagnie, qui appartient à la nébuleuse du groupe Rothschild, qui s'affiche ouvertement, alors discrètement bien sûr, au cœur du dispositif d'accaparement de l'économie ukrainienne en organisant des conférences dans toutes les capitales. Alors, d'année en année, depuis 2016, ils changent selon les années de capitale. Un jour, c'est Londres, un jour, c'est une autre Lisbonne, etc. Et ces conférences, elles sont nommées Ukraine Recovery Conference, URC. Elles se déroulent régulièrement au mois de juillet avec des représentants des États, avec des représentants de sociétés d'investissement et des représentants de grandes sociétés transnationales. Et alors, ils ont publié un communiqué que j'ai trouvé dans leur documentation et qui dit très clairement ceci: l'activité du Global Advisory de Rothschild & Co. est fière d'avoir signé l'Ukraine Business Compact, une déclaration de soutien des entreprises internationales à la reprise de l'Ukraine. Alors ça c'est en réalité sous couvert de la reconstruction de l'Ukraine et le moment venu de s'engager dans le commerce et l'investissement, il s'agit de prendre possession de pans économiques entiers de l'Ukraine pour les sociétés transnationales US. Mais pour ça, si vous voulez, pour que les prêts puissent continuer de durer, pour que l'endettement de l'Ukraine soit encore plus lourd et que la dictature de Kiev n'ait plus de possibilité de discussion, il faut l'endetter au maximum. Vous savez, c'est un peu comme vous aviez avant, vous aviez le lanceur de pierre qui allait casser des carreaux, et derrière, vous avez le vitrier qui passait en disant « vitrier ». Et bien là, c'est pareil. Vous avez ceux qui fabriquent la dette, et ceux qui fabriquent la dette, derrière, se préparent déjà à dire « Oh mon pauvre, vous êtes dans un état, bon, vous ne pouvez pas rembourser la dette, eh bien nous allons vous aider à rembourser la dette. Les terres agricoles, nous travaillons déjà avec vous, nous faisons de bonnes affaires, mais il y a aussi le secteur des transports, il y a le secteur des médias, il y a le secteur de la santé. Donc il y a un tas de secteurs dans lesquels nous pouvons intervenir pour, comme le dit la banque Rothschild, moderniser et reconstruire ce qui a été cassé avec les fonds publics qui ont été prêtés à l'Ukraine par Washington et par l'Union européenne.
justement, depuis le début de ce conflit en Ukraine, les médias de masse subventionnés nous parlent de l'Ukraine comme étant un phare de la démocratie, un, un poste avancé de la démocratie contre la dictature, et dans le même temps, on nous fait bien comprendre que c'est Vladimir Poutine qui est l'agresseur dans cette guerre. Alors, sur cette dualité d'une dictature russe et d'une démocratie exemplaire ukrainienne, qu'est-ce que vous auriez à dire? Oh bah écoutez, j'ai pas mal de choses à dire. Je renvoie à ceux qui prétendent, comme le font la plupart des médias français, que la Fédération de Russie a agressé l'Ukraine, aux faits historiques, et tout particulièrement aux traités qui ont été signés et qui devaient mettre fin à la guerre. Alors, quels sont-ils d'abord ces faits? Premièrement, les États-Unis ont provoqué un coup d'État en Ukraine en 2014, qui a été préparé de longue date. Vous avez vu, je donne dans le livre des extraits de rapports de la CIA qui ont été déclassifiés, dont une partie a été déclassifiée et qui montrent comment, depuis les années 40, la CIA, les services des États-Unis multiplient les ingérences dans l'Ukraine de manière à déstabiliser les gouvernements qui se sont succédés pour s'accaparer de l'Ukraine parce qu'elle est aux portes de la Fédération de Russie et que le rêve fou des milieux impérialistes de Washington, c'est de renverser le pouvoir en Russie pour s'accaparer les richesses de la Russie, comme ils le font partout à travers le monde. Alors, il suffit quand même de rappeler, vous vous souvenez qu'à l'époque, la présence des officiels de l'ambassade des États-Unis qui étaient à Kiev aux côtés des groupes néo-nazis qui répandaient la terreur dans les rues de Kiev et dans les banlieues au-delà. Mais ça a commencé bien avant, puisque déjà en décembre 2013, vous aviez le sénateur républicain John McCain, avec son homologue démocrate qui s'appelait Chris Murphy, qui prenait la parole devant les manifestants avec la sous-secrétaire d'État US Victoria Nuland et qui les incitait à poursuivre et à amplifier les manifestations pour renverser le régime. Et il rencontrait à ce moment-là directement plusieurs chefs néo-nazis, dont Oleh Tyanibok, qui était l'un des responsables d'un des groupes nazis. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'afin de rétablir la paix et de mettre fin aux exactions qui s'étaient développées après la signature des accords de Minsk qui se sont succédés. Il y a Minsk I et Minsk II. Le premier a été signé en septembre 2014. Il a été signé avec la Fédération de Russie, les dirigeants des régions de l'Ukraine qui s'opposaient à la répression du régime de Kiev et les représentants et l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. Donc ce premier accord a-t-il été respecté par Kiev? Il n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni les dirigeants français, ni les dirigeants allemands qui s'étaient engagés à faire respecter ce premier accord de Minsk ne sont intervenus pour faire pression sur le gouvernement qui a été mis en place à Kiev, de manière à dire vous avez signé des accords, il faut cesser ces groupes. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants qui étaient au pouvoir à Kiev? Ils ont incorporé des groupes néo-nazis à l'intérieur de l'armée ukrainienne et ils ont demandé de l'armement et ils ont obtenu de l'Union européenne de l'armement. Alors, et la France a été un des pays qui a le plus fourni d'armes à l'Ukraine. Donc, ce qui veut dire que le conflit que les dirigeants français et les dirigeants allemands avaient en charge de faire évoluer vers une situation de paix, en réalité, a connu une situation d'aggravation de la guerre. C'est-à-dire que le crime d'agression qui a été perpétré par ces groupes néo-nazis, par l'armée ukrainienne contre les populations russes, parce que là, c'est un génocide qu'on savait. Les gens ont été assassinés parce que les Ukrainiens, notamment de l'Est de l'Ukraine, parlaient russe. Ils étaient de culture russe, leurs rives ont été brûlées. On reviendra tout à l'heure sur la nature de ce régime, mais je veux dire, on s'est trouvé dans une situation d'aggravation du conflit. Et il est évident que jamais pendant 8 longues années, quand même, après l'accord de Minsk II, de 2014 à 2022, la diplomatie russe a fait tout ce qu'elle pouvait pour mettre fin au conflit. Ouais, mais qu'est-ce qui a poussé Jean-Louis Zambert, les Russes, à passer à l'action, à sauter le pas et entrer en guerre? Ce qui a poussé les Russes à passer à l'action, c'est qu'ils ont vu qu'au lieu de faire qu'aucun des engagements politiques qui avaient été pris, aucun des traités qui a été signé n'était respecté. Non seulement ils n'étaient pas respectés, mais les dirigeants de Kiev, au lieu d'essayer de calmer le jeu, allaient chercher des armes, allaient quémander des armes, et ces armes étaient livrées par les dirigeants occidentaux,
principalement par la France, l'Union européenne, bien sûr, l'Allemagne, la France, et également par les États-Unis. Des groupes de mercenaires étaient recrutés et venaient pour répandre la terreur dans les villes et les villages qui s'opposaient au régime de Kiev. Vous dites que la violence de Kiev à l'égard du Donbass n'a cessé d'augmenter jusqu'au jour du 22 février, jour où les Russes ont commencé à bombarder le sol ukrainien, et vous dites qu'il y avait plusieurs milliers de frappes quotidiennes sur le Donbass à l'arrivée du conflit en février. Oui, ça a été constaté par les observateurs justement de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe qui étaient sur place. Ils ont vu que le nombre de tirs, et qu'il se préparait en réalité une nouvelle agression contre les populations du centre et de l'est de l'Ukraine qui étaient opposées à la dictature de Kiev. Et c'est à partir de là, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des enfants, il y a des civils qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient russes. Il faut voir comment… alors du reste, il y a de l'Est. Oui, et il y a quelque chose d'intéressant justement par rapport à votre question, c'est que vous avez eu entre 2017 et 2022 des médias occidentaux subventionnés qui montraient justement les groupes nazis qui défilaient ou néo-nazis qui défilaient dans les rues de Kiev, dans des villes, qui montraient les massacres qu'ils commettaient, qui montraient les banderoles, la destruction de monuments, par exemple des monuments qui avaient été édifiés à la mémoire plus d'1 million de juifs. Groupe. Voilà. Et tout ça, en 2022, tous ces médias ont fait comme si tous ces faits qui sont des faits concrets, puisque c'est dans leurs propres archives, n'existaient pas. Et du coup, c'est la Russie qui est devenue l'agresseur. Mais je me demande quand même, il faut quand même poser une question, c'est que les personnes ont été assassinées parce qu'elles étaient russes. Les Ukrainiens qui se trouvaient dans ces régions parlaient russe, s'exprimaient en russe, chantaient en russe. Et ils ont été quand même jusqu'à tirer sur des marchés de Noël au moment, je veux dire, c'est des crimes affreux. Et du reste, vous verrez, et permettez-moi de leur rendre hommage au passage, il y a des journalistes de plusieurs pays, hein, des États-Unis, d'Angleterre, de France, même d'Italie, d'Allemagne, des Pays-Bas et d'autres pays de Russie, qui se sont groupés dans une agence qui s'appelle International Reporters. Ce sont des reporters de guerre et des journalistes d'investigation. Et ils ont été tellement… ils n'ont pas accepté la désinformation qu'ils ont constatée dans les médias occidentaux à partir de ce moment-là. Et ils se sont groupés, ils sont sur le terrain. Alors, il y en a qui agissent évidemment à Kiev et dans d'autres régions. Ils n'y vont pas avec la carte de presse, hein, il s'agit de récolter des informations et de voir ce qui se passe. Je veux dire, c'est comme ça qu'on arrive à avoir aussi des informations sur les relations entre certains services occidentaux avec des groupes de mercenaires, qui fait quoi, comment ils se partagent le combat, où vont les armes. Et vous avez vu, j'en parle dans le livre, c'est comme ça que c'est International Reporters a pu avoir des images de bataillons, de groupes néo-nazis qui utilisent des armes livrées par la France à Kiev. Donc, si vous voulez, tout ça, je pense qu'il faut le dire parce que ce sont des journalistes qui risquent leur vie au quotidien sur le front, ce sont des reporters de guerre ou des journalistes d'investigation. Ils risquent leur vie pour faire sortir vraiment des informations essentielles et c'est le blocus complet sur leur travail en France. Alors, vous dites, Jean-Louis Zambert, qu'une sortie de crise passera forcément par une modification des cartes géopolitiques. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez à ce moment? Écoutez, prévoir quelque chose de précis, c'est difficile, mais vous savez, pour comprendre ce qui va se passer, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire. Il faut revenir en 1987, quand il y avait encore donc le mur de Berlin. Et à l'époque, les dirigeants russes de l'époque, les dirigeants soviétiques, ont proposé de renforcer les relations avec les milieux politiques occidentaux afin de rechercher des solutions qui soient mutuellement acceptables pour les deux parties, pour aller vers une réduction radicale et la liquidation des armements nucléaires tactiques. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Washington et les milieux politiques occidentaux ont fait tout le contraire. Ils ont même été jusqu'à rompre des traités et ils ont développé de nouvelles armes. Les soviétiques de l'époque ont proposé après une réduction importante des forces armées et des armements conventionnels. C'était dans les années 86-87. Tout ça s'est déroulé très vite. Ils n'ont pas été entendus non plus.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va donner un gage de confiance, on va dissoudre le pacte de Varsovie qui avait été créé en réponse à la création de l'OTAN comme acte de bonne volonté. Ils ont dissous le pacte de Varsovie et l'OTAN s'était engagée à revoir à la baisse ses armements et à ne plus se développer aux frontières, jusqu'aux frontières de la Russie. L'OTAN a fait tout le contraire. L'OTAN a inscrit de nouveaux pays, a incité de nouveaux pays à s'engager dans l'OTAN. Ils ont multiplié, ils ont ouvert des bases. Alors vous avez non seulement des bases des États-Unis, mais des bases de l'OTAN qui se sont implantées en Roumanie, en Ukraine, et parce que l'OTAN a joué un rôle dans le renversement du régime qui avait été élu à Kiev. L'OTAN a notamment participé à mettre au point, j'en parle dans Les Destructeurs, qui a été publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et c'est le serveur de l'OTAN qui se trouve à Bruxelles, qui a travaillé, l'état-major de l'OTAN a travaillé avec une société d'informatique des États-Unis, les services secrets ukrainiens, pour mettre au point un système informatique, une banque de données par Internet publique qui permet de dénoncer toute personne qui est favorable à la paix avec la Russie ou toute personne qui est contre la guerre, contre les décisions du régime de Kiev. Donc aussitôt, cette personne apparaît sur l'écran avec son nom, ses coordonnées, son adresse, si elle a un site internet, ce qu'elle fait, les milieux qu'elle fréquente, etc. Donc c'est un appel au meurtre. Et c'est comme ça que vous avez eu, y compris des enfants qui ont été tués. Vous avez eu le changement de carte, Jean-Louis Zambert, qu'on pourrait imaginer si on sortait de cette crise. Ah, le changement de carte, il peut être politique, ça peut passer. Regardez ce qui se passe actuellement dans d'autres pays, en Moldavie ou ailleurs, où les dirigeants des États-Unis les services des États-Unis ont essayé de refaire la même chose qu'en Ukraine. Bon, ils ont été battus par le résultat des élections à chaque fois, mais le changement de carte, ça peut être aussi, c'est pas forcément des frontières, si vous voulez. Ça peut se traduire de différentes manières. On peut très bien imaginer demain, parce que là, pour le moment, les dirigeants occidentaux, de mon point de vue, de ce que je sais, ont la chance d'avoir affaire à Vladimir Poutine. Mais je ne suis pas Vladimir persuadé. Poutine, qui paraît-il, rêve de renouer l'alliance commerciale et civilisationnelle avec l'Europe. Oui, mais je ne suis pas persuadé que ceux qui viendront derrière seront aussi patients que lui par rapport à la crise que tentent d'implanter de manière définitive en Europe les États-Unis, avec bien évidemment, c'était inévitable, je veux dire, le concours de l'Union européenne, puisque c'est une création des États-Unis, l'Union européenne. Donc, elle ne peut que satisfaire les desiderata de Washington. Donc, si vous voulez, ça peut être aussi, on peut très bien imaginer que tous les pays qui sont membres de la coopération, de l'Organisation de coopération de Shanghai, décident d'expulser de leur... Il y a les BRICS et il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, qui sont deux choses. Mais on peut très bien imaginer qu'ils décident d'expulser de leur territoire toutes les bases militaires US ou les bases de l'OTAN qui s'y trouveraient. Avec cette guerre en Ukraine, Jean-Louis Zambert, en fait, si c'est bien les États-Unis, comme on est en train de le comprendre avec vous, qui sont derrière, que redoutent les États-Unis en imposant cette guerre à l'Europe? Quel est l'objectif de cette guerre au fond? Le fond de la guerre, le cauchemar de Washington, j'appelle ça comme ça, c'est que l'Europe se retrouve et que les peuples européens se débarrassent de l'Union européenne et coopèrent entre eux de manière mutuellement avantageuse. Quand je parle de l'Europe… Vous considérez que la Russie, qui irait jusqu'à Vladivostok, appartient à l'Europe? Ah, complètement. Moi, le territoire européen, je le vois de la mer d'Irlande jusqu'au détroit de Bering. Et ce qui fait peur, justement, en plus de la richesse de la Russie, ce qui fait peur aux États-Unis, c'est qu'à ce moment-là, si les peuples d'Europe se retrouvent, se mettent à se parler et à passer des accords mutuellement avantageux, c'est que la Russie jouerait un rôle de maillon
entre entre le versant ouest de l'Europe, donc l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui, et les pays d'Asie. Et avec une porte formidable qui est la Mongolie, qui a frontière commune avec la Fédération de Russie. Donc ça renforcerait, si vous voulez, en plus le continent européen, ce commerce qui pourrait d'un seul coup, qui ne serait plus entravé. Parce qu'à partir du moment où l'Union européenne, où la France sort de l'Union européenne, ça en est fini de l'Union européenne. Et c'est ça leur hantise. C'est que ces peuples européens souverains se mettent à se coopérer entre eux en se débarrassant de la structure qui permet à Washington d'imposer son hégémonie. Et là, il n'y aurait plus d'affaire Alstom. Parce que Pourquoi? l'hégémonie américaine, elle est positive, enfin elle est naïve ma question, mais elle est positive ou négative pour les pays d'Europe? Bah, écoutez, faites le bilan, elle est négative. Elle est négative. Vous pouvez prendre depuis, du reste, on peut partir depuis les années 50. Vous pouvez prendre tout ce qui s'est passé depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, avec l'État supranational que la Commission européenne tente de mettre en place avec le Conseil européen. Tout ce qui s'est passé a été contre l'intérêt des peuples d'Europe. Du reste, le bilan de l'Union européenne, le bilan noir, comme je dis, dans le livre que j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, en montrant chapitre par chapitre, secteur par secteur, en prenant la santé, l'emploi, l'industrie, l'agriculture, la pêche, la qualité de vie, en montrant tout ce qui se passe depuis que l'Europe s'est organisée de manière supranationale, que ce soit au lendemain de la libération avec les atlantistes, les collaborateurs de Washington qui ont été Jean Monnet, qui ont été Schuman, le Belge Spaak, Pinet et d'autres, en montrant comment tous ces gens-là ont été toujours contre les intérêts des peuples européens. Du reste, à quelle reprise les peuples européens, à quelle reprise le peuple français a-t-il été convoqué pour se prononcer sur l'Union européenne? Il a été convoqué à 2 reprises. Le traité de Maastricht, 1992, qui est passé vraiment, qui a été adopté de justesse, et puis le traité de 2005, Constitutionnel, ouais. voilà, le traité constitutionnel européen qui a été refusé et où le pouvoir politique a passé outre. Monsieur Nicolas Sarkozy s'était engagé en disant c'est le peuple qui doit trancher, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni le Parlement en congrès à Versailles, députés, sénateurs, parce qu'il est bien évident que quand le peuple tranche, on ne peut pas s'arranger avec lui, mais qu'avec les dirigeants des groupes politiques, on peut toujours trouver des terrains d'entente qui permettront de faire passer un nouveau mauvais coup contre la France. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce moyen des États-Unis de diviser l'Europe en tapant sur la Russie, vous dites qu'il a commencé déjà dès mars 1918. Oui, C'est une oui. Alors, histoire, en fait, cette volonté états-unienne de déstabiliser la Russie qui était devenue soviétique. oui, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'elle était devenue soviétique. Et ce qui leur fait peur, justement, ce qui leur a fait peur à l'époque, c'est que vous aviez des gens comme Hoover, par exemple, qui est devenu par la suite président des États-Unis, mais qui avait des fortunes colossales en Russie. Il disposait, il était propriétaire de je ne sais plus de combien de 400 kilomètres, je crois, de voies ferrées. Il était propriétaire de mines d'or. De plusieurs dizaines de scieries, de minerais. Je donne la liste du reste à l'intérieur du livre des biens que possédaient ces gens-là. Et ce qui s'est passé quand il y a eu la révolution russe en 1918, 1917, 1918, c'est que les communistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, ont dit « Messieurs les capitalistes, c'est fini, le pillage du pays, c'est fini, la production et les profits que vont réaliser ces entreprises, nous allons les mettre au service du développement du pays. » Et c'est pour ça qu'ils ont déclenché, en mars 1918, sans aucune déclaration de guerre, à l'instigation des États-Unis, vous avez 14, ce qu'ils appellent des nations alliées, 14 pays qui ont envoyé des corps expéditionnaires pour renverser le régime, pour tenter de renverser le régime à Moscou et pour essayer de reprendre, de protéger. Mais en réalité, je veux dire, les décisions politiques derrière tout ça, vous aviez l'oligarchie financière. C'est tellement vrai que quand vous avez à l'automne 1930 les banquiers des États-Unis qui se réunissent avec le président de la Reichsbank aux États-Unis pour décider de qui va défendre leurs intérêts
face à l'Union soviétique, ben, ils tombent tous d'accord sur le parti nazi et sur Adolf Hitler. Il faudra 1 an au président de la Reichsbank pour convaincre les autres banquiers allemands de soutenir la candidature d'Hitler. Mais vous retrouvez les mêmes banques, vous retrouvez les mêmes intérêts financiers. Pour eux, il n'y a pas de frontières. La seule chose qui compte, c'est l'accaparement de l'économie. La seule chose qui compte, c'est de s'emparer des richesses des peuples. Et là, je suis revenu en arrière, vous l'avez vu dans le livre, je parle de 1918, dont le livre d'histoire, du reste, n'en parle pratiquement pas. C'est la première grande guerre impérialiste des États-Unis dans le monde. Et impérialiste parce que c'est l'époque des années 20, et c'est l'époque, si vous voulez, où vous avez les banques qui commencent à devenir propriétaires du grand capital industriel. Et là, vous avez vu, j'ai parlé avant, pour montrer ce qu'était l'impérialisme, de la manière dont ils se sont emparés de l'or de la Banque d'Haïti en décembre 1914. C'est-à-dire que là, vous avez directement Washington qui a décidé de prendre l'or de la Banque d'Haïti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des navires. Vous avez des Marines qui ont été à la Banque d'Haïti, qui ont pillé tout l'or qu'il y avait dans la Banque d'Haïti. Ils l'ont ramené au bateau qui les attendait sur la côte. Et de là, c'est parti à New York, où ça a été entreposé à Wall Street, dans les coffres-forts d'une banque. Je crois que c'était qui donnera plus tard, c'était la Citigroup, qui ne s'appelait pas encore la Citigroup, pardon. Et ils ont chassé les Français et ils ont mis le pays à feu et à sang pour imposer leur système, pour payer. C'est pour vous dire. Après... Et quand vous lisez aujourd'hui, je m'excuse de. Attendez, je vais vous laisser la parole un peu, mais quand vous lisez aujourd'hui des textes des milieux impérialistes de Washington au travers de leur think tank, de leur boîte à pensée, sur la manière dont ils perçoivent le monde, mais là, on est dans le domaine de la psychiatrie. Hein. Ce sont des gens qui n'envisagent pas la vie des États-Unis et la vie du monde autrement que sous la loi des États-Unis. Et pour eux, tout est prêt. Ils parlent même, s'il faut utiliser la guerre bactériologique, vous avez vu, du reste, il y a un ancien militaire, un ancien colonel de l'armée qui était membre de l'une de ces organisations qui travaille à développer les théories impérialistes de domination des États-Unis sur le monde et qui dit très tranquillement, nous devons commettre un bon paquet de massacres pour imposer la loi des États-Unis, pour laisser les pays ouverts à nos assauts culturels. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, vous expliquez bien comment les États-Unis ont voulu mener une guerre totale contre la Russie avec le projet de création d'une Union européenne supranationale, ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Comment ont-ils réussi à implanter cette idée de supranationalité? Alors, l'idée de la supranationalité, elle commence... c'est quelque chose qui vient progressivement dans la suite de la doctrine Monroe, l'ancien président des États-Unis, qui avait mis en place qui avait été l'initiateur de la doctrine de la supranationalité, de l'hégémonie des États-Unis sur le monde. C'est-à-dire l'interventionnisme. Les États-Unis doivent intervenir partout pour défendre nos sociétés, pour défendre nos intérêts. Il n'y a qu'une loi, c'est la nôtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 1942, vous avez les dirigeants de Washington s'aperçoivent que ce qu'ils ont mis au point avec les Allemands, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais ils procèdent en utilisant des hommes, des Européens qui sont aux États-Unis, qui vont manipuler Jean Monnet, mais vous en avez d'autres après qui vont venir. Il y a le Belge Spaak, il y a Pinet, Robert Schuman. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellé. J'ai été sur la documentation de l'Union européenne quand je me suis intéressé à ces gens-là. Et quand vous regardez la biographie, la manière dont la Commission européenne ou même l'Union européenne, peu importe la structure, présente les Monnet, Schuman, Pinet, Spaak et autres comme des pères fondateurs, vous vous apercevez que leur biographie qui concerne les années 1936 à 1945, elle se réduit à 15-20 lignes, pas plus, ou alors quand c'est développé, c'est vraiment un discours généraliste. Par exemple, Jean Monnet, il a fait beaucoup, il s'est battu, il est opposé au nazisme, il se rend aux États-Unis où il devient banquier. Bon, la première question que vous vous posez, au lieu d'avaler ce qu'on vous met dans le bec comme ça, c'est de dire, il devient banquier, mais il n'a pas de fortune personnelle.
comment devient-il banquier? Et quand je remonte au travers de travaux d'historiens, au travers de contacts, au travers d'archives, la vie de Jean Monnet aux États-Unis, elle est bien différente de la belle histoire que raconte l'Union européenne. En réalité, Jean Monnet, quand il arrive aux États-Unis, il retrouve quelqu'un qu'il a connu quand il était haut fonctionnaire à la Société des Nations, qui est John Foster Dulles. John Foster Dulles, qui deviendra plus tard secrétaire d'État, alors que son frère Allen Dulles sera le premier directeur civil de la CIA. Et il rencontre John Foster Dulles, qui est à l'époque un partisan du parti nazi. Il soutient ouvertement le parti nazi. Et puis, il va y avoir le vote du Congrès qui va interdire le commerce avec l'ennemi. Donc là, John Foster Dulles va procéder autrement. Il ne va plus faire de grandes déclarations publiques sur le soutien à l'Allemagne nazie, à la protection des intérêts des États-Unis, à la liberté du commerce, etc., etc. Il va mettre au point autre chose dans lequel il va s'impliquer directement et où d'autres personnages vont se retrouver, comme Jean Monnet, qui va créer avec George Murnane, qui est un affairiste qui vient d'une banque qui a fait faillite et qui se retrouve dans un cabinet d'avocats new-yorkais. Et ils vont mettre au point des dispositifs qui consistent, j'emploie l'expression, à blanchir juridiquement les trusts, les grandes sociétés de l'Allemagne nazie. Alors, par différents moyens que j'énumère rapidement dans le livre, parce que ce serait trop compliqué, mais par des faux actionnaires, par un tas de moyens financiers et juridiques, des sociétés allemandes vont prendre un aspect de société, je dirais, de bonnes sociétés, soit anglo-saxonnes, soit d'autres pays, de préférence avec des sièges sociaux qui vont être déplacés dans des pays neutres comme la Suède ou la Suisse. Et là, ça va permettre quoi, ça? Ça va permettre aux grandes sociétés transnationales des États-Unis, Ford, General Motors, IBM, Coca-Cola, des filiales Opel aussi, de travailler par le biais de leurs filiales et par notamment qui sont implantées dans ce qui ne s'appelle pas encore des places offshore, mais qui se trouvent dans d'autres pays, de poursuivre, de développer leur commerce, de poursuivre le soutien à l'effort de guerre de l'Allemagne nazie. Et vous retrouvez, par exemple, je vais vous donner un exemple, IBM a mis au point le premier grand fichage de masse. Les prisonniers qui avaient le numéro, les prisonniers des camps de concentration qu'ils avaient sur le bras étaient en réalité un numéro de la filiale d'IBM en Allemagne qui était le premier grand fichage de masse qui a été réalisé, donc avec le système IBM. Vous avez d'autres choses qui ont été réalisées. Par exemple, quelle n'a pas été la surprise des soldats des États-Unis quand ils ont débarqué sur les plages en Normandie, de voir que les camions allemands qui étaient abandonnés par les Allemands avaient les mêmes moteurs que les nôtres. C'était des moteurs Ford ou General Motors. Vous voyez, donc c'est pour vous dire le rôle qu'ont joué ces gens-là. Et après, quand en 1942, les Américains, les États-Unis, Washington s'aperçoit que la grande armada qu'a envoyé Berlin pour renverser le pouvoir à Moscou se casse les dents sur la résistance à la fois de l'armée rouge, mais du peuple russe qui est très attaché à sa terre et sa culture, les partisans. Alors, il y aura de grandes batailles, même avant Stalingrad. Et là… Jean-Louis Lambert, vous parlez de l'avenir des Européens et de l'avenir de l'Europe à l'horizon 2030, en parlant évidemment de ce que pourra devenir ce conflit en Ukraine, mais aussi en nous parlant de ce qui s'est passé le 22 novembre 2023. C'était le vote d'une résolution au Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve à Bruxelles pour notre continent à brève échéance? Alors, voilà, en deux mots. Le capital des grandes sociétés nationales est en train de se concentrer à un point ultime. Et cette concentration du capital s'accompagne d'une concentration du pouvoir politique. C'est-à-dire que pour Washington et donc pour l'Union européenne, il est nécessaire de concentrer encore plus le pouvoir politique. Vous avez vu, je présente dans le livre assez rapidement, parce que ce sont des pages et des pages qu'il faut consulter pour essayer de condenser tout ça pour que le lecteur s'y retrouve sans que ce soit trop pesant à lire. C'est
de faire, en gros, que la Commission européenne devienne une sorte de super gouvernement des pays membres de l'Union européenne, avec à côté un Conseil de l'Europe. Et puis, il y aura quand même un Parlement, parce qu'il faut donner une façade démocratique à tout ça. Donc, les décisions qui sont prises entre le Conseil européen et la future Commission européenne, qui sont en train de concocter actuellement, elles viendront devant le Parlement européen, mais qui votera pour la forme. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a quelque chose de frappant. Il y a 3 faits qui se sont passés dont n'ont pas parlé les médias subventionnés en France. 3 faits qui se sont passés à 1 mois d'intervalle en octobre, novembre et décembre 2023. Le 20 octobre 2023, vous avez des dirigeants de l'Union européenne, alors pas une délégation qui a été choisie par le Parlement européen, hein. Vous avez une délégation, vous avez Ursula von der Leyen, le président du Parlement européen et le représentant au sein de la Commission, le représentant des affaires étrangères au sein de l'Union européenne, qui se sont rendus à Washington, où ils ont rencontré le président des États-Unis et son secrétaire d'État. Et ensemble, ils ont publié un communiqué, ils ont discuté et ils ont signé un communiqué dans lequel ils se félicitent, je cite, de la signature de l'accord entre le département de la défense des États-Unis et l'Agence européenne de défense. Premier point, il s'agit de pousser plus loin l'intégration militaire européenne sous commandement des États-Unis par le biais de l'OTAN, bon, pour ne pas blesser les réticences qu'il pourrait y avoir dans les pays européens. Deuxième point, 22 novembre 2023, c'est-à-dire 1 mois plus tard, à 2 jours près. Le Parlement européen vote la révision du traité de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui transforme l'Union européenne en un État européen supranational. Européen entre guillemets, puisqu'il s'agit bien sûr de la petite Europe de Maastricht. Donc ce qu'il s'agit là, c'est ce dont vous parliez, Pierre, tout à l'heure, c'est de renforcer encore le pouvoir au niveau européen. Et vous avez eu le 13 décembre 2023, alors là c'est extraordinaire, c'est cette réunion qui se tient au Parlement européen à Strasbourg, qui se réunit à Strasbourg, et qui vote, je cite, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, et qui décide poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, je cite, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Et ça vous montre bien le mépris qu'ont ces gens-là et aussi la nécessité qu'ils ont pour poursuivre leur projet de passer outre la volonté des peuples. On l'a vu en 2005 avec la manière dont ils ont méprisé le droit des peuples, mais alors là, ce texte qui est écrit noir sur blanc, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique, je veux dire, pour écrire ça noir sur blanc dans une résolution du Parlement européen et trouver des députés et des eurodéputés qui vont voter un texte pareil, ça vous montre bien le mépris qu'ont ces gens-là, mais pour leur propre peuple. Ils ont prévu d'ailleurs dans un rapport à l'Union européenne l'augmentation du chômage et l'augmentation de la pauvreté qui toucherait environ 130 millions d'Européens selon leurs prévisions. Oui, alors justement, par rapport aux tendances Union européenne, vous vous rappelez le traité de Maastricht, juin 1992-93, hein, on va dire, le temps que ça se mette en route. L'emploi, la croissance. Voilà. 1996, nous avons au sein de l'Union européenne 25 millions de personnes dans la pauvreté. En 2021, vous avez au sein de l'Union européenne 19,6 millions d'enfants, uniquement d'enfants dans la pauvreté. Et en 2030, la prévision, c'est un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens. À mon avis, nous y sommes déjà. Mais ça, c'est autre chose. Alors, vous allez me dire, ouais, ça, c'est encore des chiffres, d'où ça sort? Ce n'est pas difficile. Ce chiffre, les médias n'en parlent pas et c'est bien dommage, mais moi, je les renvoie auprès d'une organisation qui travaille directement avec, c'est un document qui a été élaboré par des représentants des 4 institutions et organes et principales institutions de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen, le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et le service européen pour l'action extérieure. Et tous ces gens-là ont travaillé ensemble et c'est un document qui vient de ce qui s'appelle l'espace, c'est-à-dire European Strategy and Policy Analysis System. C'est-à-dire que c'est
le système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne qui fait, si vous voulez, le point sur l'évolution de l'Union européenne et les perspectives d'avenir. Alors, les perspectives d'avenir de l'Union européenne, ce sont eux qui l'écrivent, hein. Je vais le citer parce que c'est vraiment selon les prévisions. Par là, Jean-Louis Zambert, ouais. Alors, les prévisions pour l'année 2030, je cite, la crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société. Une augmentation de 45% du chômage, un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens et l'exclusion des jeunes, dont 14 millions ne sont ni étudiants ni employés, sont autant de facteurs qui exigent l'adoption de mesures fortes. Si cela n'est pas fait, il pourrait exister un risque important de radicalisation sociale. Alors, ce qu'ils appellent les mesures fortes, c'est réduire les services publics, prolonger la durée du temps de travail, etc., etc. C'est-à-dire des mesures de régression sociale. Et bon, de manière plus générale, comme l'indique ce département, les membres les plus vulnérables de la société, les jeunes, les femmes, travailleurs en fin de carrière, seront les plus touchés par l'augmentation des inégalités en Europe. Vous voyez, voilà, Pierre, un discours là qu'aucun député européen n'a tenu. Aucun de ces candidats qui s'est présenté aux élections européennes n'a dit voilà quel est mon bilan et voilà ce que je vais faire demain, voilà quelle est la situation de l'Union européenne. Ils ont tous dit demain on rase gratis. Mais la réalité, elle est bien différente, y compris quand vous puisez dans les textes de l'Union européenne. Et on peut se demander ce que fera Michel Barnier, qui lui-même vient de la Commission européenne, alors qu'il vient de devenir le nouveau Premier ministre français. Merci à vous, Jean-Louis Zambert. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez tout de suite après cet entretien retrouver la nouvelle chronique de Philippe Béchat, la chronique économique et financière. Merci encore à vous, monsieur. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt et salut. Et merci à TV Liberté pour cette prise de parole. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Déchets démocratiques et encombrants économiques ». Ah, vous me voyez venir en ce qui concerne le déchet démocratique. Évidemment, je fais allusion à cette bourde de Joe Biden le mardi 29 octobre. Probablement d'ailleurs sa dernière bourde, mais cela risque de coûter cher évidemment au camp démocrate. Oui, il a quelque part traité les électeurs républicains de déchets, voulant riposter à une provocation, alors c'est vrai, pas très glorieuse, d'un des chauffeurs de salle de Donald Trump, qui a brocardé l'État de Porto Rico, où effectivement on trouve beaucoup de déchets. La campagne démocrate s'est mise en mode damage control. Christine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, est venue dérouler un narratif, mais à faire ruer un cheval de bois, expliquant qu'on avait mal compris les propos de Donald Trump, alors que lorsqu'on réécoute la bande, il n'y a aucun doute sur ce qui est sorti de sa bouche. Oui, alors donc, c'est que, en fait, les mots se sont bousculés. C'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Bon, mais il l'a dit quand même. Et on a retrouvé ainsi Donald Trump au volant d'un camion poubelle 48 heures plus tard, évidemment, un trollage qui a énormément réjoui les républicains qui se sont empressés évidemment de se victimiser, et c'était de bonne guerre. Bon, le problème c'est que Kamala Harris, dans ses dernières interventions télévisées, est de moins en moins précise sur son programme économique, et c'est vrai que là il y a des gros encombrants, c'est ce que je vous disais dans le titre, à savoir la dette, car ce sont bien les démocrates qui ont gonflé la dette américaine de 4000 milliards de dollars en l'espace de 15 mois, qui gonfle la dette maintenant à un rythme de 18 milliards par jour depuis fin septembre. Et là, c'est une trajectoire qui devrait conduire tout droit les États-Unis
vers le désastre. Bon, à la limite, si c'est Donald Trump qui en hérite, après tout, les démocrates auront peut-être fait une bonne affaire. Maintenant, les élections restent extrêmement indécises, et tellement indécises d'ailleurs que le scénario le plus probable, c'est qu'on ne connaîtra pas le nom du vainqueur au soir du 5 novembre, ni même dans la matinée du 6. Et on est à peu près convaincu, et Wall Street l'est également, que ce résultat va être contesté, quel que soit le clan qui l'emporte. Alors, bien sûr, côté républicain, on pense maîtriser déjà la plupart des swing states, ce qui veut dire que Donald Trump aura le nombre de grands électeurs nécessaires. Les démocrates, eux, pensent qu'ils vont remporter le vote populaire et avoir plus de voix, sauf que beaucoup de voix seront certainement contestées. Tenez, vous connaissez tous la blague, conducteur qui se fait arrêter au moment où il rentre dans New York, on lui demande ses papiers, et là il répond « Ah, mais non, pas de permis de conduire, pas de papier d'identité, aujourd'hui, je vote !» La même blague, vous pouvez également la refaire dans le Massachusetts, dans le Vermont, Colorado, Californie naturellement, tous les États démocrates, où on peut effectivement, et vous l'avez compris, c'est pas une vanne, on peut voter sans carte d'identité, sans pièce d'identité. Bref, on peut faire 3 bureaux de vote et finalement, on ne vous demandera rien si vous mettez un nom différent à chaque fois. Bref. Ces résultats risquent d'être entachés, c'est sûr, d'irrégularités. Et en ce qui concerne le recompte, alors, on pouvait le faire jusqu'au début des années 2000, mais depuis, il y a les fameux votes électroniques par le système Dominion. Et là, s'il y a un bug, ou si quelqu'un a piraté les machines à voter, là, on ne peut plus rien prouver. Donc, on peut absolument tout soupçonner toutes les fraudes, et aujourd'hui, qui est l'organisateur du scrutin, bien sûr, ce sont les démocrates, c'est sur eux que retomberaient les soupçons. Donc, qu'est-ce que l'on voit à Wall Street? On voit les marchés se maintenir en lévitation parce que c'est vrai que les cours sont soutenus. Les démocrates connaissent cette règle. Lorsque Wall Street est en hausse dans les 2 mois qui précèdent l'élection, c'est le camp en place qui se maintient et qui remporte, peu importe que ça soit le même candidat ou son successeur. Mais rien n'est moins sûr, et d'ailleurs Wall Street le démontre. D'abord, les taux se sont fortement retendus, de 70 points depuis le 28 septembre dernier, et de surcroît, l'once d'or, et ça c'est une première historique, suit un parcours exactement parallèle à la hausse des taux, pour s'envoler vers 2800 $. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien que Wall Street est en train quelque part de se couvrir contre un scénario d'indécision complète sur le résultat du scrutin, qui pourrait d'ailleurs durer jusqu'au 3 janvier 2025, car à ce moment-là, si on ne peut pas connaître le vainqueur, eh bien, il va se passer la chose suivante. Au Congrès, la Chambre des représentants élira le président, et le Sénat élira le vice-président. Bon, de toute façon, on est certain que c'est pas le ticket actuel de Kamala ou de Donald Trump qui sera au pouvoir en 2025. Bon, c'est un scénario qui paraît peu probable, mais ce qui est à peu près certain, et du point de vue de Wall Street, c'est que le scrutin va être fortement contesté. Oui, il y aura pas mal de déchets dans ce processus électoral et des procédures bien encombrantes. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches, tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr.
ou sur notre chaîne YouTube.